Je m'appelle Hélène et j'ai eu 25 ans le mois dernier. J'ai toujours pensé que la famille signifiait un amour et un soutien inconditionnel, surtout lorsqu'une tragédie survient. Cette croyance s'est brisée au moment où mon père m'a envoyé un texto, « Ça ne peut pas attendre ?» On est occupé, alors que j'étais allongée sur un lit d'hôpital, ayant besoin d'une chirurgie d'urgence. Les médecins avaient besoin du consentement parental en raison de complications médicamenteuses, et mon propre père ne pouvait pas prendre la peine de venir. Alors, j'ai appelé grand-père Franck à la place. 3 semaines plus tard, je suis entrée dans la maison de mes parents avec des papiers qui allaient changer notre famille pour toujours. Avant de plonger dans mon histoire, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. Appuyez sur le bouton d'abonnement si vous voulez plus d'histoires vraies sur la trahison familiale et la force qu'il faut pour se défendre. Croyez-moi, c'est un voyage que vous ne voudrez pas manquer. J'ai grandi dans ce qui ressemblait à une famille de classe moyenne parfaite en apparence, dans la banlieue de Chicago. De l'extérieur, nous avions tout, une maison à 2 étages avec une pelouse manucurée, des vacances en famille en Floride chaque hiver, et des parents qui assistaient à toutes les bonnes fonctions scolaires lorsque d'autres parents regardaient. Arthur et Janet Wilson, le couple puissant de Lincoln Heights, des agents immobiliers respectés qui avaient bâti leur entreprise à partir de rien. C'était l'image qu'ils cultivaient soigneusement. Cependant, ce que les voisins et les connaissances ne voyaient pas, c'étaient les innombrables récitals de piano où je balayais le public du regard, cherchant des visages familiers qui n'apparaissaient jamais. Les fêtes d'anniversaire où mes parents arrivaient avec 2 heures de retard, chargés de cadeaux coûteux mais sans excuses. Les nuits où je mangeais seul des plats préparés au micro-ondes parce qu'ils faisaient visiter des maisons ou réseautaient lors d'événements professionnels. Les affaires d'abord, Hélène, me rappelait mon père chaque fois que j'exprimais ma déception. C'est ce travail qui met de la nourriture sur la table et ce toit au-dessus de ta tête. Ne l'oublie jamais. Ma mère était un peu plus attentionnée, mais s'en remettait finalement à mon père pour toute chose. Ton père c'est ce qu'il y a de mieux, était devenu son mantra chaque fois que je remettais en question leur absence. Nous construisons cette entreprise pour ton avenir. Enfant, je les croyais. Que pouvais-je faire d'autre? La seule source constante d'amour et de soutien dans ma vie était mon grand-père, Frank Wilson. Le père de mon père, ironiquement. Grand-père Frank était tout ce que mon père n'était pas, patient, présent et sincèrement intéressé par ma vie. Après le décès de grand-mère quand j'avais 7 ans, il a canalisé tout son amour pour être le meilleur grand-père possible. Lorsque mes parents ont manqué ma remise de diplôme de fin de collège à cause d'une annonce immobilière immanquable, grand-père Franck était là avec des fleurs et m'a emmené manger une glace. Quand j'ai été inscrite au tableau d'honneur au lycée et que mes parents ont répondu d'un air distrait, « C'est bien, chérie », grand-père est arrivé le lendemain avec un journal spécial qu'il avait choisi, assorti à ma couleur préférée. Pour une érudite, avait-il dit avec une fierté sincère. Malgré la négligence émotionnelle de mes parents, j'ai réussi à tracer ma propre voie. J'ai obtenu une bourse partielle à l'Université d'État de l'Illinois et j'ai travaillé à temps partiel tout au long de mes études pour couvrir le reste de mes dépenses. Mes parents auraient pu m'aider davantage financièrement, mais ils insistaient sur le fait que je devais apprendre la valeur du travail, malgré leurs revenus confortables. Pendant ce temps, ils achetaient un appartement de vacances qu'ils utilisaient rarement. Après avoir obtenu mon diplôme en études juridiques, j'ai décroché un poste de débutante en tant qu'assistante juridique chez Goldstein & Associates, un petit cabinet d'avocats respecté à Chicago. Mon salaire de départ n'était pas impressionnant, mais j'étais fière d'avoir obtenu ce poste sans aucune relation familiale. Mes parents, comme on pouvait s'y attendre, n'ont pas été impressionnés. Les cabinets d'avocats, c'est bien pour l'expérience, a commenté mon père avec dédain lorsque j'ai partagé la nouvelle. Mais c'est dans l'immobilier que se trouve le vrai argent. Quand tu seras prête à rejoindre une entreprise familiale prospère, tu n'auras qu'à le dire. Je n'ai jamais dit le mot. Au lieu de cela, j'ai travaillé plus dur, je suis restée tard et j'ai suffisamment impressionné mes patrons pour obtenir une petite augmentation après ma première année. J'ai économisé soigneusement et j'ai finalement acheté ma première voiture 3 mois avant l'accident, une Honda Civic d'occasion avec environ 113 000 km au compteur. Rien d'extraordinaire, mais elle était à moi, achetée avec mon propre argent. Quand je l'ai conduite chez mes parents pour dîner, mon père en a fait le tour une fois et a dit « Voilà pourquoi tu devrais envisager l'immobilier.
Tu pourrais conduire une BMW à l'heure qu'il est. Mon petit appartement d'une chambre au 3e étage d'un vieil immeuble était une autre source de fierté pour moi, bien que mes parents y voient une preuve supplémentaire de mon refus obstiné d'accepter leur aide et de rejoindre leur entreprise. Le loyer était raisonnable, l'emplacement pratique pour mon trajet, et je l'avais décoré avec des meubles d'occasion que j'avais moi-même rénovés sous la direction patiente de grand-père Franck. Il m'a appris le ponçage, la teinture et la satisfaction de créer quelque chose de beau de ses propres mains. Ta grand-mère et moi avons commencé avec moins, m'a-t-il dit alors que nous transformions une vieille table basse que j'avais trouvée dans une friperie. Mais nous avons construit une vie remplie d'amour. C'est ce qui compte, Hélène. Pas la taille de ta maison ou la voiture que tu conduis. Ma voisine, Cassandra, est rapidement devenue une amie après mon emménagement. Infirmière à l'hôpital Chicago Memorial, elle avait des horaires atypiques comme moi et appréciait une compagnie tranquille lorsque nos emplois du temps coïncidaient. Nous partagions un café le dimanche matin ou un verre de vin occasionnel en semaine, échangeant des histoires sur des avocats difficiles et des patients exigeants. 2 semaines avant l'accident, j'ai reçu la nouvelle d'une promotion au travail. Passer d'assistante juridique junior à assistante juridique n'était pas un bond énorme, mais cela s'accompagnait d'une augmentation de 15% et d'un contact plus direct avec les clients. J'étais folle de joie et j'ai immédiatement appelé mes parents, espérant enfin entendre une certaine validation. C'est bien, chérie, a dit ma mère d'un air distrait. Écoute, nous sommes sur le point d'entrer en réunion avec des investisseurs potentiels pour notre nouveau bureau. On peut te rappeler ? Ils ne l'ont jamais fait. Cependant, lorsque j'ai mentionné la promotion à grand-père Franck, il a insisté pour m'emmener dîner dans mon restaurant italien préféré pour fêter ça. Je suis si fière de toi, Hélène, a-t-il dit en levant son verre de vin pour porter un toast. Tu as construit cette vie selon tes propres termes. Cela demande du courage. Je ne savais pas alors combien de courage supplémentaire il me faudrait dans les semaines à venir. Le jour où tout a changé a commencé assez normalement. Mercredi 15 avril, le jour de la déclaration d'impôt. Ironiquement, j'étais resté tard au bureau pour aider l'un des associés à organiser les déclarations de dernière minute pour les clients. Quand je suis parti, il était plus de 21h et un orage de printemps s'était installé, déversant des trombes d'eau sur le parking. Rentre prudemment, Hélène, m'a lancé Martin, l'associé principal, alors que je partais. Merci pour ton aide aujourd'hui. Nous avons de la chance de t'avoir. Ces mots m'ont réchauffé alors que je me précipitais vers ma voiture, tenant mon blazer au-dessus de ma tête dans une vaine tentative de rester au sec. La tempête s'était intensifiée au moment où j'ai rejoint l'autoroute, les essuie-glaces peinant à suivre le rythme du déluge. J'ai réduit ma vitesse, gardant une distance de sécurité avec les voitures devant moi. La sécurité d'abord, la voix de mon grand-père résonnait dans ma tête. Je n'ai vu le pick-up que lorsqu'il était trop tard. Plus tard, les rapports de police montreraient que le taux d'alcoolémie du conducteur était le double de la limite légale. Tout ce dont je me souviens, c'est d'une embardée soudaine de phares traversant le terre-plein central. La prise de conscience terrifiante que le camion était dans ma voie, se dirigeant droit sur moi, et la décision d'une fraction de seconde de braquer mon volant à droite. L'impact est arrivé quand même. Le métal se déchirant, le verre se brisant, les airbags se déployant dans une explosion de blanc. Ma voiture a tourné 1, 2, 3 fois avant de percuter la glissière de sécurité. La douleur a éclaté partout à la fois. Quelque chose de chaud a coulé sur mon visage. La dernière chose dont je me souviens avant de perdre connaissance, c'est le son de la pluie sur le capot froissé et les sirènes lointaines qui se rapprochaient. Je me suis réveillé au son des moniteurs et à l'odeur stérile de désinfectant hospitalier. Chaque respiration envoyait des éclats de douleur dans ma poitrine. Ma jambe gauche était surélevée, enserrée dans une sorte d'attelle. Quand j'ai essayé de bouger mon bras droit, rien ne s'est passé. Ah, vous êtes réveillé. Un grand homme en blouse blanche s'est approché de mon lit, dossier à la main. Je suis le docteur Montgomery. Vous avez eu un accident, Hélène. Vous êtes à l'hôpital Chicago Memorial. C'est grave ? Ai-je réussi à murmurer à travers mes lèvres gercées. Vous avez 3 côtes cassées, une fracture du fémur, une épaule déboîtée et une commotion cérébrale, a-t-il répondu en vérifiant mes signes vitaux.
Il y a aussi une hémorragie interne que nous devons traiter chirurgicalement. Vous avez en fait beaucoup de chance. Le conducteur qui vous a percuté n'a pas survécu. La nouvelle m'a frappé comme une autre collision. Quelqu'un était mort. J'ai fermé les yeux, essayant d'assimiler cela pendant que le docteur Montgomery continuait d'expliquer mon état. L'hémorragie interne est notre principale préoccupation en ce moment. Nous devons vous opérer dans les prochaines heures. Cependant, il y a une complication avec le protocole d'anesthésie. J'ai forcé mes yeux à s'ouvrir, essayant de me concentrer sur ces paroles à travers le brouillard des analgésiques. Vos antécédents médicaux montrent une réaction indésirable aux anesthésiques standards lors de l'extraction de vos dents de sagesse il y a 3 ans, a-t-il expliqué. Le protocole alternatif que nous devons utiliser nécessite le consentement de la famille en raison de risques légèrement plus élevés. C'est la politique de l'hôpital, a-t-il ajouté en s'excusant. A-t-il quelqu'un que nous pouvons appeler? Mes parents, ai-je dit automatiquement, en lui donnant leur numéro. Une gentille infirmière nommée Heather m'a aidé à passer les appels après le départ du docteur Montgomery. Le téléphone de ma mère est allé directement sur la messagerie vocale. Celui de mon père a sonné plusieurs fois avant de basculer également sur la messagerie vocale. J'ai laissé des messages de plus en plus urgents pour les deux. Maman, c'est Hélène. J'ai eu un accident de voiture et je suis à Chicago Memorial. Les médecins ont besoin de ton consentement pour une opération. S'il te plaît, rappelle-moi dès que tu auras ce message. Papa, j'ai vraiment besoin que tu me rappelles. Je suis à l'hôpital après un accident de voiture. Ils ont besoin de ton consentement pour une chirurgie d'urgence. S'il te plaît, appelle l'hôpital si tu reçois ce message. 1 heure a passé. Heather m'a aidé à essayer encore et encore. La douleur s'intensifiait à mesure que la dose initiale de médicaments s'estompait, mais ils ne pouvaient pas m'en donner plus tant qu'ils ne sauraient pas quel protocole chirurgical ils utiliseraient. Finalement, mon téléphone a vibré avec un texto. C'était mon père. Viens de recevoir tes messages. Ça ne peut pas attendre? On est occupé avec la visite de la propriété Henderson. Gros client. Appelle demain. J'ai fixé l'écran, incapable de comprendre ce que je lisais. Heather, qui était restée avec moi entre ses autres tâches, a jeté un coup d'œil à mon visage. Tout va bien, a-t-elle demandé. Sans un mot, je lui ai montré le téléphone. Son sang-froid professionnel a vacillé un instant, le choc traversant ses traits avant qu'elle ne se reprenne. Laissez-moi aller chercher l'assistante sociale, a-t-elle dit, en serrant doucement ma main valide. J'ai essayé un dernier texto désespéré. Papa, j'ai besoin d'une chirurgie d'urgence. Les médecins ont besoin du consentement maintenant. S'il te plaît, viens aux urgences de Chicago Memorial. La réponse est arrivée 3 minutes plus tard. On a des visites consécutives toute la journée. Ta mère dit de prendre les médicaments qu'il recommande. On essaiera de passer ce week-end. C'est à ce moment-là que j'ai craqué. La douleur physique, le choc de l'accident, et maintenant cette trahison ultime de la part des personnes qui étaient censées m'aimer inconditionnellement. Les larmes coulaient sur mon visage alors que des sanglots durs et douloureux secouaient mes côtes blessées. Heather est revenue avec une femme qui s'est présentée comme Patricia, l'assistante sociale de l'hôpital. Elles ont toutes deux été témoins de mon effondrement alors que je serrais mon téléphone, essayant de comprendre des parents qui ne pouvaient pas prendre la peine de venir au chevet de leur fille après un accident potentiellement mortel. A-t-il quelqu'un d'autre que nous pouvons appeler? A demandé doucement Patricia lorsque mes sanglots se sont calmés suffisamment pour permettre une conversation. Un autre parent qui pourrait venir signer les formulaires de consentement? À travers mes larmes, je leur ai donné le numéro de grand-père Frank. Patricia est sortie pour passer l'appel pendant que Heather restait, offrant un réconfort silencieux et des mouchoirs. Il est en route, a rapporté Patricia à son retour. Il a dit qu'il serait là dans l'heure. Bien qu'il vive à plus de 70 km de là, dans une banlieue ouest, grand-père Frank est arrivé à l'hôpital en un peu moins de 50 minutes. À 74 ans, il se déplaçait avec l'énergie d'un homme beaucoup plus jeune en se précipitant à mon chevet, son visage marqué par l'inquiétude. Et là, a-t-il dit, prenant ma main valide dans ses 2 mains usées. Ma chère petite.
Ces 3 mots contenaient plus d'amour que je n'en avais entendu de mes parents en des années. J'ai recommencé à pleurer, mais ces larmes étaient différentes, d'une certaine manière. Grand-père a écouté attentivement le docteur Montgomery expliquer mes blessures et la procédure chirurgicale, posant des questions pertinentes et pointues sur le temps de récupération et les soins post-opératoires. Lorsqu'on lui a présenté les formulaires de consentement, il a lu chaque mot avant de signer d'une main ferme. Alors qu'il se préparait à m'emmener en chirurgie, il s'est penché et m'a embrassé le front. « Je serai là à ton réveil », a-t-il promis. Puis, presque pour lui-même, mais juste assez fort pour que je l'entende, « Je ne sais pas ce qui ne va pas avec ce fils que j'ai, mais ce n'est pas bien. Pas bien du tout. » À ce moment-là, malgré la douleur et la peur, j'ai ressenti un curieux sentiment de clarté. Les gens qui vous aiment vraiment se présentent quand ça compte. Tous les autres ne font que trouver des excuses. La dernière chose dont je me souviens avant que l'anesthésie ne fasse effet, c'est le sourire rassurant de grand-père Franck et la douce pression de sa main sur la mienne. Quand je me suis réveillée des heures plus tard dans la salle de réveil, groggy et désorientée, la première chose que j'ai vue fut sa silhouette familière dans le fauteuil à côté de mon lit. Il était resté tout le temps. Ses cheveux argentés étaient en désordre, ses lunettes de lecture perchées au bout de son nez, une grille de mots croisés à moitié terminée sur ses genoux. Il s'était assoupi, le menton sur la poitrine, mais s'est réveillé immédiatement lorsque j'ai bougé. « La voilà », a-t-il dit avec une douce chaleur. « Bon retour parmi nous, ma grande. » Ma gorge était irritée par le tube respiratoire, mais j'ai réussi à croasser une question. « Mes parents ?» Une ombre passa sur son visage. « Je les ai appelés, j'ai laissé des messages pour leur dire que tu étais en chirurgie. Ils n'ont pas encore rappelé. » J'ai fermé les yeux, absorbant une nouvelle déception. Quand je les ai rouverts, grand-père me regardait avec une telle compassion que de nouvelles larmes menaçaient de couler. « Le médecin dit que tout s'est bien passé », a-t-il dit clairement, essayant de se concentrer sur les bonnes nouvelles. « Ils ont arrêté l'hémorragie et ont bien remis ta jambe en place. Tu auras besoin de kinésithérapie, mais il n'y a aucune raison que tu ne te rétablisses pas complètement. » Au cours des 5 jours suivants à l'hôpital, grand-père Franck est devenu un élément permanent de ma chambre. Il apportait de la soupe au poulet faite maison dans des thermos, la nourriture d'hôpital n'aide personne à guérir, des pyjamas propres de mon appartement que Cassandra l'avait aidé à récupérer, et une patience sans fin. Il s'asseyait avec moi pendant les changements de pansements douloureux, me distrayait avec des histoires de sa jeunesse pendant les séances de kinésithérapie difficiles, et tenait un commentaire courant sur les émissions de télévision de jour douteuses que nous regardions ensemble. Mes parents ont finalement envoyé un texto le 2e jour. « Espérons que tu te sens mieux. Papa a une grosse présentation immobilière et maman fait visiter 3 propriétés aujourd'hui. On essaiera de passer quand les choses se calmeront. » Ils ne sont pas venus. Ni ce jour-là, ni le suivant. Le visage de grand-père se crispait de plus en plus chaque fois que je vérifiais mon téléphone et tentais de cacher ma déception. L'infirmière Heather est devenue une sorte d'amie pendant ces jours. Elle passait me voir même quand elle ne m'était pas assignée, apportant parfois un pot de pudding supplémentaire qui allait être jeté ou restant quelques minutes après son service pour discuter. « Ton grand-père est quelqu'un de spécial », a-t-elle commenté le 4e jour en vérifiant mes signes vitaux. Il n'est pas parti plus loin que pour un café depuis que tu es arrivé. Il a toujours été mon roc, ai-je admis, même quand j'étais petite. Certaines personnes comprennent vraiment ce que signifie la famille, a-t-elle dit, ses yeux se posant sur mon téléphone, où l'absence de préoccupation parentale était notable. D'autres ont besoin d'une leçon ou deux. Mes séances de kinésithérapie avec Marcus ont commencé à l'hôpital. Un travail douloureux et épuisant qui me laissait en sueur et parfois en larmes. Mais Marcus avait le don de savoir exactement quand pousser et quand relâcher, quand distraire avec la conversation et quand me laisser me concentrer en silence. Vous progressez mieux que la plupart des patients ayant des blessures similaires, m'a-t-il encouragé lors d'une séance particulièrement difficile. Cette détermination vous servira bien pendant votre convalescence. Le 5e jour, la planification de ma sortie a commencé. Le docteur Montgomery et une équipe de spécialistes sont venus discuter des soins post-opératoires. Vous ne pourrez pas monter les escaliers pendant au moins 6 semaines, a expliqué le médecin. Votre immeuble n'a pas d'ascenseur, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête, la réalité s'imposant à moi.
Mon appartement au 3e étage sans ascenseur était maintenant complètement inaccessible. Et vous aurez besoin d'aide pour les activités quotidiennes jusqu'à ce que votre épaule guérisse suffisamment pour commencer la kinésithérapie, a-t-il poursuivi. A-t-il quelqu'un qui peut rester avec vous ou un autre endroit où vous pouvez séjourner pendant votre convalescence? Avant même que je puisse traiter la question, grand-père Frank a pris la parole. Elle vient à la maison avec moi. J'ai déjà préparé la chambre d'amis au rez-de-chaussée. L'assistante sociale, Patricia, avait l'air inquiète. Monsieur Wilson, s'occuper de quelqu'un avec de telles blessures est assez exigeant. À votre âge. À mon âge, je sais ce qui compte, l'interrompit-il fermement. J'ai peut-être 74 ans, mais je suis en excellente santé. Ma maison est de plein pied avec seulement 2 marches à l'entrée, pour lesquelles je peux construire une rampe temporaire. Je suis à la retraite et je n'ai nulle part où aller, si ce n'est être là pour ma petite fille. Sa certitude ne laissait aucune place à la discussion. Patricia a hoché la tête, prenant des notes dans son dossier. Ce n'est qu'après le départ de l'équipe médicale que mon téléphone a finalement sonné avec le numéro de mes parents. Pendant un instant, l'espoir a jailli que peut-être ils avaient enfin réalisé la gravité de la situation. J'ai mis l'appel sur haut-parleur pour que grand-père puisse entendre aussi. Hélène, c'est maman. Papa et moi pensions à ta situation et nous voulons que tu saches que nous sommes désolés de ne pas avoir pu venir te voir. Ce marché de printemps est tout simplement fou. Aucune question sur mon état. Aucune mention de la chirurgie, juste des excuses. Le médecin dit que j'ai besoin d'un endroit pour me rétablir, ai-je dit, luttant pour garder ma voix stable. Je ne peux pas retourner à mon appartement à cause des escaliers. Oh. Une pause, puis une conversation étouffée que je ne pouvais pas distinguer. Eh bien, chérie, tu sais, notre emploi du temps est si imprévisible avec les visites et les journées portes ouvertes, et la chambre d'amis est pleine de meubles de homestaging en ce moment. Nous ne sommes tout simplement pas équipés pour accueillir quelqu'un avec des besoins médicaux. Le visage de grand-père s'est assombri, mais il est resté silencieux, me laissant gérer l'appel. Ce n'est pas grave, ai-je dit, surprise de voir à quel point leur rejet me blessait peu après tout le reste. Grand-père a proposé de m'héberger. Oh, eh bien, c'est probablement mieux comme ça alors. Papa dit de te dire qu'on essaiera de passer dimanche si la journée portes ouvertes se termine assez tôt. Ils ne sont pas venus ce dimanche-là, ni le suivant. Emménager dans la maison de plein pied de grand-père Frank à Elmhurst, c'était comme entrer dans une étreinte chaleureuse après des années dans le froid. Il avait transformé sa chambre d'amis en un havre de convalescence avec des oreillers supplémentaires pour l'élévation, un petit réfrigérateur rempli d'eau et de jus, une télévision qu'il avait déplacée de sa propre chambre, et une cloche, pour les urgences seulement, mais n'hésite pas si tu as besoin de moi. Nos journées suivaient un rythme doux. Les matins commençaient avec grand-père apportant le petit déjeuner sur un plateau, tu as besoin de protéines pour guérir, avant de m'aider à aller à la salle de bain et à effectuer les routines d'hygiène de base qui étaient humiliantes mais nécessaires compte tenu de mes blessures. Des infirmières à domicile venaient 3 fois par semaine pour vérifier mes progrès, et Marcus arrivait pour des séances de kinésithérapie à domicile qui augmentaient progressivement en intensité. Les soirées étaient mon moment préféré. Après le dîner, que grand-père insistait pour cuisiner malgré mes offres de commander à emporter, nous regardions de vieux films ou jouions aux cartes. Il m'a appris le gin rami et le cribage, des jeux d'avant que vous, les jeunes, ayez des téléphones pour vous divertir. Parfois, nous parlions simplement, ces histoires peignant des images vives d'une autre époque. C'est au cours d'une de ces conversations du soir, environ 2 semaines après mon arrivée, que grand-père s'est finalement confié sur mon père. Arthur a toujours eu faim de pluie, dit-il doucement alors que nous étions assis dans le salon, les restes de nos coupes glacées sur la table basse entre nous. Même enfant, s'il avait un jouet, il en voulait 2. Si son ami avait un vélo, il lui en fallait un meilleur. J'écoutais, reconnaissant le schéma qui s'était poursuivi à l'âge adulte. Ta grand-mère et moi avons essayé de lui enseigner la gratitude, d'apprécier ce qu'il avait plutôt que de toujours regarder vers la prochaine chose. Mais certaines leçons ne prennent pas, soupira-t-il, en regardant les photos de famille sur sa cheminée. Quand il a rencontré ta mère, j'ai pensé qu'elle l'équilibrerait peut-être. Au lieu de cela, elle a adopté ses valeurs. Pourquoi n'as-tu jamais rien dit? Ai-je demandé.
Sur la façon dont il te traitait? Les yeux de grand-père devinrent tristes. Je l'ai fait, dans les premières années. J'ai dit à Arthur qu'il passait à côté de ce qui comptait le plus. Il m'a accusé d'essayer de diriger sa vie, a dit que j'étais jaloux de son succès. Il secoua la tête. Au bout d'un moment, j'ai réalisé que le confronter ne faisait que le conforter dans ses positions. Alors, je me suis concentré sur le fait d'être là pour toi à la place. Je me suis toujours demandé pourquoi il semblait si différent de toi, ai-je admis. Pendant des années, je me suis inquiété d'avoir échoué en quelque sorte dans son éducation, a confessé grand-père, la vulnérabilité gravant des lignes plus profondes sur son visage usé. De ne pas lui avoir enseigné les bonnes valeurs. Mais en te voyant, Hélène, comment tu es devenue malgré leur négligence? Peut-être que je n'ai pas complètement échoué. À ce moment-là, j'ai réalisé que notre guérison n'était pas seulement physique. Il y avait des blessures plus anciennes qui étaient soignées dans cette maison tranquille, des blessures qui avaient suppuré pendant des années et qui recevaient enfin l'attention qu'elles méritaient. 2 semaines après mon arrivée chez grand-père, mes parents ont finalement fait leur apparition. Ils sont arrivés dans la BMW de mon père, apportant un ballon générique, bon rétablissement, et une boîte de chocolat avec l'étiquette de prix de la pharmacie encore attachée. La visite avait clairement été une pensée de dernière minute, coincée entre d'autres engagements. La maison a l'air plus petite que dans mon souvenir, a commenté mon père en entrant, jetant un regard à peine dissimulé de jugement. Tout le monde n'a pas besoin de 370 mètres carrés pour être heureux, Arthur, a répondu grand-père d'un ton doux, bien que j'aie perçu une pointe d'agacement dans sa voix. Ma mère a fait semblant de s'inquiéter, arrangeant ma couverture et posant des questions superficielles sur ma convalescence. Mon père faisait les 100 pas dans le salon, consultant sa montre à plusieurs reprises. Alors, quand pense-t-il que tu pourras retourner au travail, a-t-il demandé, coupant court à mon explication sur les progrès de ma kinésithérapie. Tu ne veux pas perdre ce travail, aussi modeste soit-il. Les médecins disent au moins 1 mois de plus avant qu'un temps partiel soit possible, ai-je expliqué. Mon cabinet a été compréhensif, il me garde mon poste. 1 mois? Il avait l'air sincèrement choqué. Ça semble excessif pour quelques os cassés. Elle a failli mourir, Arthur, dit doucement grand-père. L'hémorragie interne était importante. Mon père a agité une main dédaigneuse. Eh bien, l'important est de revenir à la normale le plus vite possible. Tu ne peux pas te permettre d'être considéré comme peu fiable sur le marché du travail. La visite a duré exactement 47 minutes. Alors qu'ils se préparaient à partir, je les ai entendus dans la cuisine pendant que grand-père les aidait à trouver leur manteau. C'est tellement peu pratique, marmonna mon père, pensant que je ne pouvais pas l'entendre depuis le salon. On aurait pu avoir besoin de son aide pour les annonces de printemps. Au moins, ton père s'en occupe, a répondu ma mère. Tu imagines si elle s'était attendue à rester avec nous, avec notre emploi du temps? Ils sont partis avec de vagues promesses de prendre des nouvelles bientôt et des mentions évasives de peut-être passer le week-end suivant. La porte s'était à peine refermée derrière eux que grand-père est revenu dans le salon, son expression soigneusement neutre. Leurs intentions sont bonnes, a-t-il offert, bien qu'aucun de nous n'y ait cru. Vraiment, ai-je demandé doucement. Il n'avait pas de réponse. Le lendemain a apporté une nouvelle inquiétude. Le courrier que Cassandra avait récupéré de mon appartement comprenait plusieurs factures médicales et relevés d'assurance. Malgré une bonne assurance maladie par mon employeur, l'accident générait des coûts substantiels. Le conducteur ivre qui m'avait percuté n'était pas assuré, ce qui compliquait encore les choses. Alors que je triais les papiers étalés sur la table de la salle à manger, la réalité de ma situation financière est devenue de plus en plus claire. Entre les factures médicales, le loyer continu pour un appartement que je ne pouvais pas utiliser, les paiements de la voiture qui était maintenant une épave, et les dépenses courantes, mes modestes économies ne dureraient pas longtemps. Et je ne pourrais pas retourner au travail avant au moins 1 mois. On trouvera une solution, m'a assuré grand-père quand il m'a trouvé en train de regarder les chiffres avec consternation. Une étape à la fois. J'étais en train d'appeler ma compagnie d'assurance le lendemain quand j'ai découvert quelque chose de troublant. L'agent a mentionné des communications qu'ils avaient eues avec mes parents concernant ma réclamation. Pardon, quelle communication, ai-je demandé, confuse.
Selon nos notes, vos parents nous ont contactés 3 jours après l'accident pour discuter des options de règlement, a expliqué l'agent. En tant que bénéficiaire de votre police, il se renseignait sur la manière dont les fonds seraient distribués. Un frisson glacial m'a parcouru l'estomac. Bénéficiaires. Je ne les avais jamais inscrits comme bénéficiaires. Une pause au bout du fil. Ils sont inscrits ici comme contact secondaire et mandataire financier, autorisés il y a environ 2 ans. Il y a 2 ans. Quand j'avais commencé au cabinet d'avocat, et que mon père m'avait aidé à mettre en place mon ensemble d'avantages sociaux. Il avait insisté sur le fait que c'était compliqué et avait proposé de m'accompagner. J'avais été reconnaissante de son aide, ne soupçonnant jamais qu'il s'ajouterait, lui et ma mère, comme mandataire financier à mon insu. Une enquête plus approfondie a révélé qu'ils avaient été en contact régulier avec mes compagnies d'assurance santé et auto, se positionnant pour gérer tout règlement ou paiement. Ils avaient même contacté la direction de mon immeuble pour résilier mon bail, compte tenu des circonstances. Les mains tremblantes, je les ai appelés directement. Pour une fois, mon père a répondu à la première sonnerie. Hélène, j'allais justement t'appeler. Excellente nouvelle du côté de l'assurance. Je pense qu'on peut les amener à offrir un règlement raisonnable pour ta voiture. Pourquoi êtes-vous inscrit comme bénéficiaire sur mes polices, ai-je demandé, allant droit au but. Une pause. Eh bien, c'est juste pratique. Tu es jeune, tu ne comprends pas comment ces choses fonctionnent. Les compagnies d'assurance essaient de minimiser les paiements. Elles ont besoin de traiter avec quelqu'un qui connaît le système. Quelqu'un comme un agent immobilier sans formation juridique ? Je ne pouvais pas cacher le sarcasme dans ma voix. Allons, Hélène, ne sois pas ingrate. Ta mère et moi essayons de t'aider. Ces factures médicales vont être substantielles. Nous pensons que tu devrais envisager de rentrer à la maison où nous pourrons garder un œil sur tes finances jusqu'à ce que tu sois de nouveau sur pied. La vérité m'a frappé comme un coup de poing. Vous voulez le contrôle de l'argent de mon règlement. Ne sois pas ridicule, a-t-il répliqué sèchement. Mais il y avait quelque chose dans son ton qui confirmait mes soupçons. Nous sommes tes parents. Nous veillons à tes intérêts. À quoi comptiez-vous utiliser l'argent, papa, ai-je insisté. Une autre pause, plus longue cette fois. Si tu veux absolument savoir, on nous a présenté une opportunité d'étendre l'entreprise, un 2e bureau à Oak Park. Le moment est parfait, mais nous avons besoin de capitaux supplémentaires. Donc, vous aviez l'intention d'utiliser l'argent de mon assurance pour l'expansion de votre entreprise ? Ma voix s'est élevée malgré la douleur que cela causait à mes côtes en voie de guérison. C'est une entreprise familiale, Hélène, a-t-il dit, comme s'il expliquait à une enfant. Tout ce que nous faisons te profite à long terme. Cet accident, aussi malheureux soit-il, a présenté une opportunité opportune. J'ai raccroché sans un mot de plus. Puis je me suis assise sur le canapé de grand-père et j'ai sangloté jusqu'à ce que ma poitrine me fasse mal et que ma gorge soit à vif. Toutes les années de négligence émotionnelle se sont cristallisées dans cette trahison finale. Mes propres parents voyaient mon expérience de mort imminente comme une opportunité financière pour eux-mêmes. Grand-père m'a trouvé là, recroquevillé sur moi-même malgré la douleur que cela causait à mes os en guérison. Que s'est-il passé, a-t-il demandé, alarmé par mon état. Par phrases entrecoupées, j'ai expliqué ce que j'avais découvert. Son visage est devenu de plus en plus sombre à chaque mot, jusqu'à ce que je reconnaisse à peine mon gentil grand-père dans l'homme en colère devant moi. Ça s'arrête maintenant, a-t-il dit quand j'ai fini, sa voix calme mais remplie de détermination. J'ai assisté trop longtemps en spectateur à la façon dont il te traite. Je pouvais à peine respirer à travers la douleur et l'émotion, mais j'ai réussi à demander, qu'est-ce qu'on peut faire ? D'abord, tu te reposes, a-t-il dit, m'aidant à me rallonger contre les oreillers. Ensuite, demain, nous appellerons mon vieil ami Alan. Il a pratiqué le droit de la famille pendant 40 ans avant de prendre sa retraite. Il saura exactement quelles mesures prendre. Alors que je sombrais dans un sommeil épuisé cette nuit-là, une pensée m'a apporté un étrange sentiment de paix. J'étais enfin prête à me libérer du lien toxique qui s'était déguisé en amour parental pendant 25 ans. Alan Reynolds est arrivé chez grand-père le lendemain matin. Un homme grand et distingué, aux cheveux argentés et aux yeux bleus perçants derrière des lunettes à monture métallique.
Bien qu'à la retraite depuis 5 ans, il portait une mallette en cuir et avait le regard vif et évaluateur que je reconnaissais chez les avocats de mon cabinet. Franck est mon ami depuis près de 50 ans, a-t-il expliqué alors que nous étions assis à la table de la salle à manger. Quand il a appelé au sujet de votre situation, je savais que c'était sérieux. Il n'est pas du genre à exagérer. Pendant les 2 heures suivantes, Alan a écouté attentivement tandis que j'expliquais l'historique avec mes parents, leur ingérence financière et la situation actuelle avec les réclamations d'assurance. Il a pris des notes méticuleuses, posant occasionnellement des questions de clarification qui révélaient son expertise juridique. Ce que vous décrivez est un schéma préoccupant de contrôle financier et de fraude potentielle, a-t-il dit quand j'ai fini. Bien que vous soyez une adulte et que vous n'ayez pas besoin d'une émancipation légale au sens traditionnel, il y a des mesures que nous pouvons prendre pour séparer formellement vos finances de l'influence de vos parents. Il a exposé plusieurs options, allant du simple retrait de leur nom comme bénéficiaire à des notifications légales plus complètes qui les empêcheraient de revendiquer une quelconque autorité sur mes affaires. L'aspect le plus préoccupant est leur accès non autorisé à vos comptes, a noté Alan. Cela franchit plusieurs limites légales, en particulier s'ils se positionnaient pour rediriger des fonds à votre insu ou sans votre consentement. Nous avons élaboré un plan en plusieurs étapes. D'abord, je devais examiner tous mes documents financiers pour identifier chaque compte auquel ils pourraient avoir accès. Ensuite, nous créerions de nouveaux comptes dans différentes institutions où ils n'avaient ni historique ni connexion. Enfin, nous préparerions une notification légale formelle de séparation financière à leur remettre ainsi qu'à toutes les institutions financières concernées. Je recommanderais également de rédiger une nouvelle procuration, a suggéré Alan. Compte tenu de votre situation médicale récente, il est prudent d'habiliter quelqu'un de confiance à prendre des décisions si vous êtes incapable de le faire. Actuellement, en tant que vos plus proches parents, vos parents auraient une autorité par défaut dans de nombreuses situations. La suggestion était parfaitement logique. Je voudrais grand-père, ai-je dit immédiatement, en le regardant. Si tu es d'accord. Bien sûr, a-t-il répondu sans hésitation. Après le départ d'Alan, qui avait promis de rédiger les documents nécessaires, j'ai contacté Jessica, mon amie d'université, qui travaillait maintenant comme conseillère financière. Elle a accepté de passer après le travail pour m'aider à examiner ma situation financière. Je savais que tes parents étaient intenses avec l'argent, a-t-elle commenté alors que nous examinions les relevés et les polices. Mais ça, c'est un autre niveau. Ils ont essentiellement créé un accès détourné à presque tous les aspects financiers de ta vie. Avec l'aide de Jessica, j'ai entamé le processus de démêlage financier. De nouveaux comptes bancaires ont été ouverts. Les polices d'assurance ont été mises à jour avec Jessica comme conseillère financière attitrée. Une surveillance du crédit a été mise en place pour m'alerter de toute nouvelle tentative d'accès à mes informations. Tout au long de ce processus, mon réseau de soutien a continué de s'agrandir. L'infirmière Heather est passée lors de son jour de congé, apportant des biscuits faits maison et proposant de me conduire à mes rendez-vous. Mon patron, Martin, appelait régulièrement pour me donner des nouvelles du travail et m'assurer que mon poste était sécurisé. Prends le temps dont tu as besoin pour bien guérir, a-t-il insisté. Ton bureau t'attendra. Cassandra entretenait mon appartement, récupérait le courrier et arrosait les quelques plantes qui avaient survécu à mes soins irréguliers. Ton propriétaire a demandé de tes nouvelles, a-t-elle rapporté lors d'une visite. Je lui ai dit que tu te concentrais sur ta guérison, mais que tu comptais bien revenir. Il a semblé compréhensif. Les aspects physiques de la récupération se sont poursuivis parallèlement à ces préparatifs pratiques. Marcus a augmenté l'intensité de mes séances de thérapie, me poussant un peu plus loin à chaque fois. Vous guérissez plus vite que prévu, a-t-il noté avec approbation. Cette détermination porte ses fruits. Pendant que mon corps se renforçait, j'ai aussi commencé à traiter les dommages émotionnels. La docteure Rivera, une thérapeute recommandée par Patricia de l'hôpital, a commencé des séances hebdomadaires chez grand-père. Ce que vous décrivez est un schéma de négligence émotionnelle qui a existé toute votre vie, a-t-elle observé lors de notre 2e séance. Le contrôle financier n'est qu'une autre manifestation de leur manque fondamental de respect pour votre autonomie. Ces conversations étaient douloureuses mais nécessaires, me forçant à affronter la réalité du comportement de mes parents plutôt que la version idéalisée à laquelle je m'étais accrochée pendant des années.
Je leur trouvais sans cesse des excuses, ai-je admis lors d'une séance particulièrement difficile. Me disant qu'ils étaient juste occupés, qu'ils montraient leur amour différemment, ou que j'étais trop exigeante. C'est très courant chez les enfants de parents émotionnellement négligents, a expliqué la docteure Rivera. Il est souvent plus facile de se blâmer soi-même que d'accepter que les personnes qui devraient nous aimer inconditionnellement en sont incapables. Progressivement, j'ai commencé à comprendre que la vraie famille ne se définit pas par le sang, mais par les actions. Les personnes qui s'étaient mobilisées pour moi pendant cette crise, grand-père Franck, Cassandra, Heather, Martin, même Marcus, avaient démontré plus d'attention sincère que mes parents ne l'avaient jamais fait. Vous construisez ce que les thérapeutes appellent parfois une famille choisie, a noté la docteure Rivera. Des personnes liées par l'amour et le respect mutuel plutôt que par une obligation génétique. À la fin de la 3e semaine après l'accident, toutes les pièces étaient en place. Alan avait préparé un dossier complet de documents juridiques, incluant une notification de retrait en tant que bénéficiaire et contact d'assurance. La révocation de toute autorisation antérieure pour les décisions financières. De nouveaux documents de procuration nommant grand-père Franck pour les décisions médicales et financières. Une mise en demeure formelle de cesser toute tentative d'accès à mes informations financières. Il n'y a aucune obligation légale de remettre ces documents en personne, a expliqué Alan alors que nous examinions les documents finaux. Mais il y a parfois un avantage à une remise en main propre, en particulier dans les affaires familiales. Cela ne laisse aucune place aux allégations de malentendus. La décision de confronter mes parents directement n'a pas été prise à la légère. Après de longues discussions avec grand-père, Alan et la docteure Rivera, j'ai conclu que c'était une étape nécessaire dans mon processus de guérison. Vous avez passé des années à être ignoré et interrompu par eux, a observé la docteure Rivera. Exprimez votre vérité directement, selon vos propres termes, peut être une puissante reconquête de votre autonomie. Grand-père soutenait ma décision, quelle qu'elle soit, mais a offert un conseil avisé qui m'a finalement convaincu. Certaines conversations doivent avoir lieu en personne. Pas pour eux, mais pour toi. Pour que tu n'aies aucun doute dans ton esprit que tu t'es défendu. La réunion a été fixée pour le samedi après-midi, chez grand-père. Alan serait présent en tant que témoin juridique. Les papiers étaient organisés dans un dossier bleu, chacun nécessitant une signature accusant réception. La veille au soir, je me suis assise sur la balancelle du porche avec grand-père, regardant le coucher de soleil peindre le ciel de nuances de rose et d'or. « Tu es nerveuse pour demain ?» a-t-il demandé. Terrifiée, ai-je admis. Mais aussi soulagée. Comme si quelque chose qui me pesait depuis des années allait enfin être réglé. Il a hoché la tête, ses yeux remplis de compréhension. C'est l'effet que fait parfois la vérité. Effrayante, mais libératrice. Et s'ils refusent de signer ou font une scène? Alors ils auront montré leur vraie couleur une fois de plus, a-t-il dit simplement. Et tu sauras avec encore plus de certitude que tu prends la bonne décision. Alors que les étoiles commençaient à apparaître dans le ciel qui s'assombrissait, j'ai réalisé que j'étais prête à me défendre d'une manière que je n'avais jamais fait auparavant. Non pas avec colère ou vengeance, mais avec la force tranquille de quelqu'un qui comprend enfin sa propre valeur. 3 semaines jour pour jour après mon accident, j'étais assise dans le salon de grand-père, attendant l'arrivée de mes parents. Ma récupération physique avait progressé de manière remarquable. J'étais passée du fauteuil roulant aux béquilles. Ma douleur à l'épaule s'était atténuée pour devenir une douleur sourde, et l'incision chirurgicale cicatrisait proprement. La préparation émotionnelle avait été plus difficile, mais tout aussi nécessaire. Le dossier bleu contenant les documents juridiques était posé sur la table basse entre nous. Alan était arrivé 30 minutes plus tôt pour revoir la procédure une dernière fois. Rappelez-vous, vous ne demandez pas la permission, m'a-t-il rappelé. Vous les informez de décisions déjà prises. Restez calme, soyez direct et ne vous laissez pas entraîner dans des justifications ou des disputes. Grand-père avait arrangé les meubles pour créer un cadre formel. J'étais assise dans un fauteuil face à la porte, avec grand-père et Alan positionnés légèrement derrière moi de chaque côté. L'arrangement n'était pas accidentel, il représentait physiquement le soutien que j'avais maintenant. Quand la sonnette a retenti à 14 heures précises, mon cœur a fait un bond dans ma gorge. Grand-père a pressé doucement mon épaule avant d'aller ouvrir la porte. J'ai d'abord entendu la voix de mon père.
Papa, cette réunion formelle semble inutile. Si Hélène a besoin de discuter de quelque chose, un simple appel téléphonique aurait suffi. Certaines conversations méritent plus de respect qu'un appel téléphonique, Arthur, a répondu grand-père, son ton neutre mais ferme. Mes parents sont entrés dans le salon avec l'air confiant de personnes habituées à contrôler chaque situation. Mon père portait sa tenue de travail décontractée, un pantalon kaki repassé et un polo avec le logo de son agence immobilière. Ma mère s'était habillée de manière plus formelle, avec un blazer et une jupe crayon, comme si elle assistait à une signature de vente. Leurs expressions ont subtilement changé quand ils ont remarqué Alan. Les yeux de mon père se sont plissés avec une suspicion immédiate. De quoi s'agit-il, a-t-il demandé, me regardant directement. Et qui est ce monsieur? C'est Alan Reynolds, un avocat spécialisé en droit de la famille et un ami de grand-père, ai-je répondu, en gardant ma voix stable. S'il vous plaît, asseyez-vous. Ils ont échangé un regard rapide avant de s'asseoir sur le canapé en face de moi. Aucun d'eux n'avait demandé comment je me sentais ou commenté ma mobilité améliorée. Les affaires doivent bien marcher si tu peux te payer un avocat, a dit mon père avec un sourire crispé. Bien que je ne sois pas sûr de la raison pour laquelle tu aurais besoin d'un conseil juridique pour une discussion familiale. Je vous ai demandé de venir aujourd'hui car nous devons aborder des sujets importants, ai-je commencé, ignorant son commentaire. Plus précisément, votre implication dans mes affaires financières sans ma connaissance ni mon consentement. Le sourire de ma mère a vacillé. Je ne sais pas ce que tu veux dire, chérie. Nous avons seulement essayé d'aider. Agir dans mon dos pour contacter mes compagnies d'assurance et vous positionner pour contrôler l'argent de mon règlement, ce n'est pas de l'aide, ai-je déclaré sèchement. C'est de l'ingérence, et potentiellement de la fraude. Le visage de mon père s'est durci. Attends une minute. En tant que tes parents. En tant que mes parents, ai-je interrompu, me surprenant par ma fermeté, vous étiez censé me soutenir et me protéger. Au lieu de cela, vous avez constamment fait passer vos propres intérêts en premier, et jamais aussi clairement que lorsque vous avez refusé de venir à l'hôpital alors que j'ai failli mourir. La franchise de ma déclaration a semblé les stupéfier momentanément. Nous avions des engagements, a commencé ma mère d'une voix faible. Des visites de propriété, ai-je terminé pour elle. Je me souviens. Ça ne peut pas attendre? On est occupé. Ce sont les mots exacts de papa quand j'avais besoin d'un consentement pour une chirurgie d'urgence. Mon père s'est agité mal à l'aise. Tu sors ça de son contexte. Nous n'avions pas réalisé. Peu importe ce que vous avez réalisé ou non, ai-je dit. Ce qui compte, c'est ce que vous avez fait, ou plutôt ce que vous n'avez pas fait. Et cela fait partie d'un schéma qui a existé toute ma vie. J'ai pris le dossier bleu et l'ai posé sur la table basse entre nous, le faisant glisser vers eux. Ces documents formalisent la séparation de nos affaires financières. Ils vous retirent tous les deux en tant que bénéficiaires et contactent sur toutes mes polices d'assurance, comptes bancaires et affaires juridiques. Ils révoquent toutes les autorisations antérieures que vous auriez pu avoir pour agir en mon nom. Et il nomme grand-père Franck comme détenteur de ma procuration pour les décisions médicales et financières si je devenais incapable à l'avenir. Mon père n'a pas touché le dossier. Au lieu de cela, son visage a rougi de colère. C'est ridicule. Nous sommes tes parents. Être un parent, c'est plus que de la biologie, ai-je répondu calmement. C'est être présent quand ça compte. C'est faire passer les besoins de son enfant avant les siens. C'est quelque chose que j'ai davantage ressenti de la part de grand-père au cours des 3 dernières semaines que de la part de l'un de vous deux en 25 ans. Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes. Tu ne peux pas penser ça. Tout ce que nous avons fait, c'était pour toi, pour ton avenir. Non, ai-je dit doucement mais fermement. C'était pour vous-même. Même cet accident est devenu une opportunité pour l'expansion de votre entreprise. Vous avez vu ma tragédie comme une aubaine financière pour vous. Mon père s'est levé brusquement. Je ne vais pas rester assis ici à me faire accuser par ma propre fille. C'est absurde. Ton grand-père t'a clairement monté contre nous. Grand-père, qui était resté silencieux jusqu'à présent, a pris la parole. Arthur, ta fille a failli mourir. Pendant que tu faisais visiter des maisons, j'étais assis dans une salle d'attente d'hôpital, priant pour qu'elle survive à l'opération.
Pendant que tu développais ton entreprise, je l'aidais à traverser sa kinésithérapie. Il ne s'agit pas de moi ou de ce que j'ai dit. Il s'agit de ce que vous avez fait, ou manqué de faire, pour votre propre fille. Reste en dehors de ça, papa, a sèchement répliqué mon père. Ça a toujours été ton problème. Penser que tu sais mieux que tout le monde. Eh bien, nous avons bâti une entreprise prospère sans ton approbation ni ton aide. Il ne s'agit pas de l'entreprise, suis-je intervenu, recentrant le débat. Il s'agit de notre relation et des limites que j'établis maintenant. J'ai besoin que vous examiniez et signiez ces documents accusant réception. Et si nous refusons, a défié mon père. Alan a parlé pour la première fois. Les documents resteront juridiquement contraignants et seront déposés de manière appropriée. Votre signature ne fait qu'accuser réception. Refuser de signer n'annule pas leur validité. Mon père l'a fusillé du regard avant de se tourner vers moi. Alors c'est comme ça que tu nous remercies pour tout ce que nous avons fait? 25 ans à subvenir à tes besoins, à te donner des opportunités, à bâtir une entreprise qui aurait pu assurer ton avenir? Ces paroles m'auraient autrefois rempli de culpabilité. Maintenant, je les reconnaissais pour ce qu'elles étaient, de la manipulation. Je ne fais pas ça pour vous faire du mal, ai-je dit sincèrement. Je le fais pour me protéger et pour établir des limites saines. J'aimerais toujours avoir une relation avec vous deux, mais elle devra être basée sur le respect mutuel. Le respect, mon père a ri amèrement. Tu nous tends une embuscade avec des documents juridiques et tu parles de respect. Oui, le respect, ai-je affirmé. Le genre de respect qui signifie que l'on demande avant de se désigner comme bénéficiaire de l'assurance de quelqu'un d'autre. Le genre de respect qui signifie que l'on se présente à l'hôpital lorsque sa fille est grièvement blessée. Le genre de respect que j'ai dû trouver ailleurs parce qu'il n'était pas disponible auprès de vous. Ma mère a tendu la main vers le dossier, les mains tremblantes. Regardons simplement ce qu'elle demande, Arthur. Il lui a attrapé le poignet, l'arrêtant. Ne fais pas ça. C'est de la manipulation émotionnelle. Tu ne vois pas qu'elle est contrariée par l'accident et qu'elle se défoule? J'ai pris une profonde inspiration, me ressaisissant. Je ne me défoule pas. J'ai mûrement réfléchi à tout cela pendant plusieurs semaines. Ces décisions ne sont pas prises sous le coup de la colère, mais par instinct de survie. J'ai croisé son regard directement. Et elles ne sont pas négociables. Quelque chose dans mon ton a dû lui faire comprendre ma détermination, car l'expression de mon père a changé, la colère laissant place à quelque chose qui ressemblait à du choc. Tu es sérieuse, a-t-il dit, ce n'était pas tout à fait une question. Absolument. La pièce est tombée dans un silence qui a duré de longs instants. Finalement, mon père a pris le dossier, feuilletant les documents avec une agitation croissante. C'est excessif, a-t-il balbutié. Nous retirer complètement de tout. Qu'arrivera-t-il si tu as besoin d'aide à l'avenir? J'ai de l'aide, ai-je dit simplement en regardant grand-père. Une aide réelle, qui vient sans condition ni arrière-pensée. Le visage de mon père a rougi davantage. Espèce d'ingrate. Il s'est interrompu, mais le mot est resté en suspens dans l'air entre nous. Je suis très reconnaissante, l'ai-je corrigé doucement. Envers tous ceux qui se sont réellement montrés présents pour moi. Envers grand-père, qui a tout laissé tomber pour être à mes côtés. Envers mes amis et collègues qui ont pris de mes nouvelles quotidiennement. Envers mon équipe médicale qui m'a sauvé la vie. J'ai beaucoup appris sur la gratitude récemment, et sur qui la mérite vraiment. Ce fut le tournant. Mon père me regardait comme s'il me voyait pour la première fois, non pas comme une possession ou une extension de lui-même, mais comme une personne indépendante avec sa propre volonté et sa propre détermination. Grand-père s'est légèrement penché en avant. Arthur, ta fille ne te demande pas ton approbation. Elle t'informe de sa décision. Tu peux l'accepter avec grâce ou non, mais cela ne changera pas le résultat. Mon père a regardé de moi à grand-père, puis de nouveau à moi. Puis, d'un mouvement saccadé, il a attrapé un stylo de sa poche et a signé chaque document où Alan l'indiquait, sa signature colérique et audacieuse barrant les pages. Il a tendu le stylo à ma mère, qui a signé plus hésitante, des larmes coulant sur ses joues. « C'est ce que tu voulais ?» a demandé mon père en repoussant le dossier sur la table. « Nous renier légalement ? Non,
ai-je dit honnêtement. Ce que je voulais, c'était des parents qui m'aimaient assez pour me faire passer en premier quand ça comptait. Ce que je voulais, c'était de n'avoir jamais besoin de ces documents. Mais on n'obtient pas toujours ce qu'on veut. C'est quelque chose que j'ai appris très jeune. Il s'est levé brusquement. Je ne te reconnais plus. Ce n'est pas la fille que nous avons élevée. C'est peut-être ça le problème, ai-je répondu doucement. Peut-être que la fille que vous avez élevée a finalement réalisé qu'elle méritait mieux. Ma mère s'est levée plus lentement, épongeant ses yeux. Hélène, s'il te plaît, reconsidère. Nous pouvons arranger ça en famille. J'espère que nous le pourrons, ai-je dit, et je le pensais. Mais ce sera selon de nouvelles conditions, avec des limites claires et un respect mutuel. Allons-y, Janet, a dit mon père sèchement. Il n'y a plus rien à discuter ici. Alors qu'il se dirigeait vers la porte, mon père s'est retourné une dernière fois. Quand tu réaliseras l'erreur que tu commets, ne t'attends pas à ce que nous t'accueillions à bras ouverts. La loyauté familiale va dans les deux sens. Oui, ai-je convenu. C'est exactement ça, le point. La porte s'est refermée derrière eux avec un clic décisif. Dans le silence soudain, j'ai réalisé que mes mains tremblaient. La confrontation que je redoutais depuis des semaines était terminée, et j'avais tenu bon. Grand-père a traversé la pièce et s'est assis à côté de moi, passant doucement un bras autour de mes épaules. « Je suis si fier de toi », a-t-il dit simplement. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai senti que je pouvais vraiment respirer. Quoi qu'il advienne, j'y ferai face selon mes propres termes. La maison semblait étrangement paisible après le départ de mes parents. Alan est resté pour une tasse de café, passant en revue ce qui s'était passé et s'assurant que tous les documents étaient correctement signés. « Vous avez géré ça remarquablement bien », a-t-il dit avant de partir. Tenir tête à sa famille est souvent la chose la plus difficile à faire. Cette nuit-là, l'épuisement m'a rattrapé. Le bilan émotionnel de la confrontation, combiné à mon corps encore en guérison, m'a laissé complètement vidé. Pourtant, quand je me suis enfin endormie, ce fut d'un sommeil plus profond et plus reposant que n'importe quelle nuit depuis l'accident. Je me suis réveillée le lendemain matin avec un sentiment inconnu qu'il m'a fallu plusieurs instants pour identifier, la liberté. Tu as l'air différente aujourd'hui, a observé grand-père en apportant notre café matinal habituel. Plus en paix. Je me sens différente, ai-je admis. Comme si j'avais déposé quelque chose de lourd que je portais toute ma vie. Le travail pratique de reconstruction de ma vie a commencé immédiatement. Jessica est venue cet après-midi-là pour aider à finaliser la séparation financière. Nous avons fermé les anciens comptes et en avons ouvert de nouveaux dans différentes institutions, mis en place des paiements de factures automatiques pour mon appartement et mes frais médicaux, et créé un budget qui me soutiendrait pendant le reste de ma convalescence. Tu es en meilleure posture que beaucoup de clients que je vois, m'a-t-elle assuré alors que nous examinions les chiffres. Tes habitudes d'épargne ont été solides, et ton score de crédit est excellent. Une fois que le règlement de l'assurance arrivera, tu auras un bon coussin. Mes finances étant sécurisées, je me suis tournée vers ma situation de logement. Mon équipe médicale m'avait autorisé à reprendre une vie indépendante d'ici un mois, à condition d'avoir un appartement accessible. Mon appartement au 3e étage sans ascenseur ne convenait pas avec mes limitations de mobilité persistantes. Cassandra a trouvé une solution inattendue. L'appartement du rez-de-chaussée de notre immeuble vient de se libérer, a-t-elle rapporté lors d'une de ses visites. Il est un peu plus grand que le tien, mais seulement 20 € de plus par mois. J'ai déjà parlé au propriétaire, et il est prêt à te le garder si tu veux le voir. L'appartement était parfait, une chambre avec de larges portes, pas de marche, et un petit patio plutôt qu'un balcon. J'ai signé le bail la semaine suivante, avec un emménagement prévu après ma prochaine évaluation médicale. Mon retour au travail a commencé progressivement. D'abord avec des tâches à distance que je pouvais gérer depuis la table de la salle à manger de grand-père, puis avec des demi-journées au bureau une fois que ma restriction de conduite a été levée. Martin et les autres associés m'ont accueilli chaleureusement, ayant aménagé un poste de travail adapté à mes limitations physiques continues. Tes compétences organisationnelles nous ont manqué, m'a dit Martin lors de mon premier jour de retour. Le système de classement est devenu un chaos total sans toi. Pendant toute cette période de transition, mes parents ont gardé leur distance.
Un seul SMS est arrivé de ma mère 2 semaines après notre confrontation, nous espérons que tu te sens mieux. La porte est ouverte quand tu seras prête à t'excuser. Je n'ai pas répondu. La docteure Rivera m'a aidé à traiter mes sentiments face à leur incapacité persistante à comprendre les problèmes fondamentaux. Ils offrent un amour conditionnel, a-t-elle expliqué lors d'une de nos séances. La condition étant que tu acceptes leur version de la réalité et ta place au sein de celle-ci. Ce n'est pas une base saine pour une relation. Au lieu de me concentrer sur leur absence, j'ai investi dans l'approfondissement des liens avec ma famille choisie. Les dîners du week-end avec grand-père sont devenus un rituel sacré, même après mon emménagement dans mon nouvel appartement. Cassandra et moi nous sommes découverts un amour commun pour les films classiques et avons instauré une soirée cinéma hebdomadaire. Heather m'a présenté à son groupe de randonnée, qui m'a accueilli pour leur sentier plus facile à mesure que ma mobilité s'améliorait. 6 mois après l'accident, une lettre inattendue est arrivée de ma mère. Contrairement à son texto, ce message avait un ton différent. Chère Hélène, j'ai beaucoup réfléchi depuis notre dernière rencontre. Tandis que ton père reste blessé et en colère, j'ai commencé à remettre en question certains de nos choix au fil des ans. Les urgences nous ont envoyé ton dossier médical complet de l'accident. En le lisant, en voyant à quel point nous avons failli te perdre alors que nous faisions visiter une maison qui, au final, ne s'est même pas vendue, cela m'a forcé à affronter des vérités inconfortables. Je ne demande pas encore pardon. Je ne pense pas l'avoir mérité. Mais j'aimerais avoir l'occasion de parler, juste nous deux, si tu es d'accord. Sans ordre du jour, sans attente. Avec amour, maman, j'ai partagé la lettre avec grand-père et la docteure Rivera, qui m'ont tous deux encouragé à considérer cette main tendue tout en maintenant mes limites. Les gens peuvent changer, a dit grand-père pensivement. Pas tout le monde, mais c'est possible. Ta mère a toujours eu plus de capacité d'introspection que ton père. Après mûre réflexion, j'ai accepté de rencontrer ma mère dans un lieu neutre, un café à mi-chemin entre nos maisons. La conversation a été maladroite au début, nous deux naviguant prudemment en territoire inconnu où les anciens schémas ne s'appliquaient plus. J'ai rejoint un groupe de soutien, a-t-elle révélé après que nous ayons épuisé les banalités sur la météo et son jardin. Pour les parents en rupture avec leurs enfants adultes. Les histoires que j'ai entendues. Certaines me semblaient trop familières. Elle a fixé sa tasse de café. Je n'ai pas aimé me reconnaître dans ces histoires. Ce n'étaient pas des excuses explicites, mais c'était quelque chose que je n'avais jamais vu chez elle auparavant, de la vulnérabilité, une volonté de considérer son propre rôle dans notre relation endommagée. Et papa, ai-je demandé, sans avoir besoin de plus de détails. Elle a soupiré. Il n'est pas prêt. Peut-être ne le sera-t-il jamais. Son orgueil. Elle s'est interrompue, puis a redressé les épaules. Mais je suis ici pour moi-même, pas en tant que sa représentante. Nous avons convenu de contacts occasionnels et limités, un déjeuner une fois par mois. Pas de discussion sur les questions financières, pas de pression pour plus que ce avec quoi j'étais à l'aise. C'était un début, hésitant et fragile, mais réel. Ma récupération physique a progressé au-delà de ce que mes médecins avaient initialement prédit. Au premier anniversaire de l'accident, je faisais des randonnées sur des sentiers modérés, j'avais repris les cours de yoga et j'envisageais de m'entraîner pour une course de 5 km. Les cicatrices restaient, à la fois celles visibles sur mon corps et les invisibles dans mon cœur, mais elles s'étaient estompées pour devenir des rappels gérables plutôt que des sources de douleur actives. Professionnellement, je me suis épanouie. Mon expérience de navigation dans les méandres juridiques et financiers de mon accident m'a donné un aperçu précieux qui s'est traduit dans mon travail. J'ai reçu une autre promotion, cette fois au poste d'assistante juridique spécialisée, me concentrant sur les cas de dommages corporels où je pouvais utiliser mes connaissances de première main pour aider d'autres personnes dans des situations similaires. Grand-père Franck est resté mon roc, bien que notre relation ait évolué à mesure que mon indépendance grandissait. Nous avions toujours nos dîners du week-end, mais maintenant je cuisinais pour lui aussi souvent qu'il cuisinait pour moi. Il m'a appris à faire son fameux rôti, et je lui ai fait découvrir des cuisines internationales qu'il n'avait jamais essayées. Nos conversations se sont approfondies à mesure que je prenais confiance en ma propre voix et en mes opinions. Je n'aurais jamais pensé que quelque chose d'aussi terrible puisse mener à quelque chose d'aussi précieux,
lui ai-je dit un soir, alors que nous étions assis sur sa balancelle de Porsche, 1 an et demi après l'accident. Je ne choisirai jamais de revivre cet accident, mais je ne peux pas regretter où il m'a mené. Il a hoché la tête, compréhensif comme toujours. Les plus grandes leçons de la vie sont souvent emballées dans les paquets les plus difficiles. La vérité de ces paroles a résonné profondément en moi. À travers le creuset du traumatisme et de la trahison, j'avais découvert ma propre force, redéfini ma compréhension de la famille et construit une vie alignée sur mes vraies valeurs plutôt que sur les attentes des autres. L'accident qui a failli me coûter la vie m'a finalement donné quelque chose de précieux, le courage de vivre authentiquement. Reconnaître que la famille se définit par les actions, non par le sang. Comprendre que parfois la réponse la plus saine aux relations toxiques est de créer de la distance. Et savoir avec une certitude absolue que j'étais capable de me tenir debout par moi-même, même si cela signifiait être seule. Mon parcours, de cette jeune femme terrifiée et trahie sur un lit d'hôpital à la personne confiante et sûre d'elle que je suis aujourd'hui, n'a pas été facile ni linéaire. Il y a eu des revers et des jours difficiles, des moments de doute et un deuil persistant pour la relation parentale que j'avais toujours voulu mais jamais vraiment eu. Mais chaque défi a renforcé ma détermination à créer une vie définie par des liens authentiques et un respect mutuel. En regardant vers l'avenir maintenant, je ne me sens plus contrainte par d'anciens schémas ou obligations. Les papiers que j'ai présentés à mes parents ce jour-là ont fait plus que séparer légalement nos finances, ils représentaient ma déclaration d'indépendance émotionnelle, mon engagement à me valoriser même quand les autres ne le faisaient pas. C'est la leçon que j'espère que d'autres tireront de mon histoire. Parfois, la chose la plus courageuse que vous puissiez faire est de reconnaître quand une relation vous nuit et de prendre des mesures pour vous protéger. Parfois, l'action la plus aimante est de fixer des limites qui vous permettent de vous épanouir. Et parfois, la famille qui compte vraiment est celle que vous vous construisez, personne par personne, lien par lien, choix par choix. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage. Si mon histoire a résonné en vous, n'hésitez pas à la partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre qu'il n'est pas seul dans ses luttes avec les relations familiales. Aimez et abonnez-vous si vous voulez entendre plus d'histoires de résilience et de croissance personnelle face à l'adversité. Avez-vous déjà eu à prendre une décision difficile concernant des relations familiales? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Rappelez-vous, votre valeur n'est pas déterminée par la façon dont les autres vous traitent, mais par la façon dont vous choisissez de vous traiter vous-même. Prenez soin de vous, et merci de faire partie de mon parcours de guérison par votre soutien et votre présence.